Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Nathalie Devino, je suis assistante au service prévention d'Harmonie Mutuelle et c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui à ce rendez-vous santé en direct pendant 1 heure qui est intitulé Troubles du sommeil, les clés adaptées aux femmes. Voilà. Donc cette conférence s'inscrit dans le cadre de notre programme national La santé des femmes qui entre dans sa 3e année et qui compte maintenant plusieurs milliers d'adhérents fidèles à Harmonie Mutuelle. Donc merci à vous. Ce programme concerne tout le monde puisque même s'il s'adresse en particulier aux femmes, nous sommes tous concernés par la santé des femmes. Ce programme a pour objectif de vous sensibiliser sur des thématiques préventives comme le sommeil, comme c'est le cas aujourd'hui, comme les addictions, comme la sexualité ou le cycle hormonal par exemple. Donc vous voyez à l'écran les prochaines conférences qui sont organisées auxquelles n'oubliez pas de vous inscrire. Nous avons 13 événements qui sont programmés pour cette année. Et quant à la conférence d'aujourd'hui, donc nous allons accueillir Géraldine Aignan et Livio De Sanctis, qui est psychologue et spécialiste du sommeil. Voilà. Donc je vous laisse avec eux. N'oubliez pas de leur poser aussi toutes vos questions dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Et vous avez aussi une documentation qui sera à télécharger dans Apps pour avoir un petit résumé de cette conférence. Je vous souhaite une très bonne conférence à tous. À tout à l'heure. Merci Nathalie. Merci. Bonjour à tous et à toutes, bien sûr. Bienvenue dans ce premier webinaire dédié à la santé des femmes, premier webinaire 2026. Et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous, qui sont les troubles du sommeil. Alors, on va voir pourquoi les femmes y sont particulièrement sujettes et surtout, on va essayer de vous donner des solutions concrètes. Et pour nous guider, on a la chance d'avoir avec nous Livio De Sanctis. Bonjour à tout le monde. Livio, vous êtes donc psychologue, spécialiste Exactement. du sommeil, ingénieur de recherche à l'hôpital Necker Enfants Malades. Vous êtes co-auteur de nombreuses publications scientifiques sur le sommeil et également formateur pour la Société française de recherche et de médecine du sommeil. Donc vraiment, merci Livio pour ton implication aujourd'hui. Nous allons voir dans ce webinaire 3 parties. Une première partie qui va vraiment reprendre le rôle et les mécanismes du sommeil. Une deuxième partie, les spécificités justement du sommeil chez la femme. Et enfin, une troisième partie sur des solutions concrètes d'hygiène de vie, notamment pour mieux dormir. Alors, avant d'attaquer, un tout petit préambule. Ce webinaire va bien sûr vous donner donc des règles scientifiques et des solutions concrètes pour améliorer votre sommeil. Ceci dit, si vous avez vraiment et si vous souffrez de troubles persistants de sommeil, n'hésitez pas à aller consulter quand même votre médecin. On va cesser de le redire, mais le sommeil joue un rôle tellement important dans notre santé qu'il ne faut pas hésiter parfois à consulter. Alors, on attaque donc par cette première partie qui et reprend le rôle et le mécanisme du sommeil. Donc, Livio, j'ai envie de vous poser une question vraiment toute bête. À quoi sert vraiment le sommeil ? C'est une bonne question. Donc, le sommeil, évidemment, sert à récupérer de la fatigue physique, de la fatigue mentale, donc récupérer aussi du stress et tout ça. Il a un rôle dans la consolidation de l'apprentissage et de la mémoire. Et effectivement, il y a un rôle aussi dans la croissance. Surtout, moi, je le vois à l'hôpital Necker, où un enfant qui dort pas bien, un petit enfant qui dort pas bien, qui dort mal, mais il peut pas se nourrir suffisamment, il peut avoir des retards de croissance. Donc, vous voyez que dans toutes les tranches d'âge, le sommeil, il est très important. Ouais. Et alors justement, combien d'heures faut-il dormir ? Est-ce qu'il y a un nombre d'heures, je dirais, optimal pour dormir ? Alors, ça, c'est une question que l'on me pose souvent. Vous allez voir, il y a un slide qui va passer. C'est une étude qui a été menée par l'Institut national de sommeil et de la vigilance.
et qui montrent effectivement qu'il y a beaucoup de gens, la plupart des gens en France, ils dorment entre 7 et 8 heures. C'est des données cohérentes aussi avec celles d'autres pays et d'autres études, ils ont fait de nombreuses études sur le sujet. Mais attention, parce que ça reste des données statistiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne durée qu'il faut dormir. Les besoins de sommeil, il est subjectif. Donc, chacun a son besoin, il est déterminé de façon génétique, on ne peut pas le changer. Et donc, disons qu'à l'âge adulte, donc entre 20 et 65 ans, imaginons, si vous avez besoin de 7 heures, ça reste 7 heures. Voilà. Et après, ça peut diminuer un peu, effectivement. Après 65 ans. Oui, après 65 ans, ça peut diminuer un peu. Voilà. Après, c'est difficile de dire combien exactement. D'ailleurs, on peut rajouter qu'après 65 ans, le sommeil, il est un peu de moins bonne qualité, effectivement. Et du coup, l'idée, c'est que pour être reposé, il faut assurer son besoin de sommeil globalement toutes les nuits, pas à la minute près, hein, évidemment. Et de temps en temps, il ne faut pas se préoccuper si vous dormez mal de temps en temps ou si vous dormez moins. Si régulièrement vous assurez votre besoin de sommeil, il n'y a pas d'impact. La chose, justement, qui a un impact, c'est l'effet, comme on verra, de cumuler éventuellement une dette de sommeil. Juste une chose qu'on a oublié, effectivement. Donc, on a dit que la moyenne, c'est entre 7 et 8 heures, mais il existe aussi ce qu'on appelle des petits dormeurs et des gros dormeurs. Donc, des gens qui ont besoin de 9-10 heures de sommeil, qui ont besoin de ça, donc ils sont pas bien s'ils dorment 7-8 heures. Des gens qui ont de la chance, qui ont besoin que de 5-6 heures de sommeil. Voilà. Donc, ce n'est pas des paresseux, des gens qui ont besoin de 9 heures de sommeil, c'est vraiment, disons, ils sont comme ça, c'est physiologique, exactement. Voilà. Alors, en revanche, voilà, quand on ne dort pas assez, alors là, par contre, il y a des vrais impacts sur la santé. Oui, effectivement, comme on disait, on cumule ce qu'on appelle une dette de sommeil, c'est-à-dire quand on perd régulièrement, même que 30 minutes, pire si c'est 40, si c'est une heure et demie de sommeil sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, là, on cumule cette fameuse dette de sommeil qui a un impact sur votre forme la journée, parce que vous êtes tout le temps un peu fatigué, sur votre humeur, donc vous êtes plus anxieux, moins gai, plus à fleur de peau, et sur le long terme, si la dette dure longtemps, vous pouvez même développer une dépression. Et évidemment, il y a un impact sur votre fonctionnement diurne, donc votre capacité à vous concentrer, à mémoriser les choses et à rester éveillé. Après, bien sûr, il y a des conséquences sur la santé. Donc, la dette de sommeil il affaiblit les systèmes immunitaires. Donc, sur les courts termes, on risque déjà de tomber malade plus souvent. Donc, on cumule des petites infections, on attrape une grippe. Après, il nous faut 2 heures, 2 heures, si c'était 2 heures, 2 semaines pour remonter la pente. Après, on retombe malade peu après. Donc, c'est compliqué. Ça, c'est sur les courts termes. Sur le moyen terme, on peut avoir une prise de poids parce que mal dormir, ça peut entraîner justement une prise de poids lorsqu'on ne dort pas assez. Et sur le long terme, on peut développer même des problématiques, des pathologies plus sévères, comme il y a plus de risques de développer un diabète, bien sûr, un risque d'obésité, des risques cardiaques, hypertension et aussi des risques des cancers sur le long terme. Et aussi, moi, j'aime bien rappeler ça, il ne faut pas négliger sur les moyens et sur le court, moyen et long terme les risques d'accident. Parce qu'effectivement, quand on est somnolent, on a plus de risques d'avoir d'accidents en conduisant, bien sûr, mais aussi lorsqu'on doit manier des appareils qui nécessitent un peu dangereux, qui nécessitent beaucoup de concentration, on risque d'avoir des accidents pour nous aussi, pour les autres, qui sont assez importants. Voilà. Ouais. Donc, voilà, l'importance de ce sommeil et l'impact que ça peut avoir sur notre santé globale et notre humeur, comme tu le disais. Et puis, c'est un peu dommage parce qu'on a souvent, nous, dans nos sociétés, l'impression qu'on perd du temps avec le sommeil. Alors, ça, quel est le... Alors, effectivement, il y a avant... tout remonte, disons, à l'époque de la révolution industrielle. Parce que pendant la révolution industrielle, bien sûr, dormir, c'était une perte de temps. Ça voulait dire être moins productif. Voilà, il fallait assurer la production 24 heures sur 24. Et effectivement, on a assisté à l'immigration en masse des gens des campagnes dans les villes pour pouvoir travailler dans les usines et tout ça. Donc, il y avait du coup
il y avait cette urbanisation un peu bruyante, donc on dormait dans des endroits pas forcément très adaptés au sommeil. On ne suivait plus un peu les rythmes, disons, imposés par les saisons, par le soleil, la lumière, voilà, comme à la campagne. Donc il y avait une désynchronisation de notre horloge biologique. Voilà, et du coup, On a les dégradé le sommeils, on a sommeil, en fait. dégradé, on a dégradé le sommeil, mais on n'y pensait pas parce que justement, on pensait que comme il y a des heures fixes de travail, il faut prendre des heures fixes de repos, qu'il ne doit pas dépasser, il doit pas dépasser un certain nombre d'heures parce que ça veut dire être moins productif. Et aussi, évidemment, bon, on a eu, comme il fallait travailler aussi la nuit, il y avait la lumière artificielle et tout ça, ça aussi, ça n'a pas aidé. Donc aujourd'hui, à l'époque des neurosciences, on se rend compte que le sommeil, il est important et aussi il a un coût social important parce que lorsqu'on ne dort pas assez, lorsqu'on dort mal, on tombe malade, on a des accidents, on développe d'autres pathologies. Et après, tout simplement, je pense, j'espère qu'aujourd'hui, on commence à penser aussi, pas que dans une optique de productivité, mais aussi au bien-être des personnes. Voilà. Et heureusement, voilà, avec tout le développement des neurosciences et tout ce qu'on sait maintenant sur le sommeil, on remet le sommeil un peu Oui, hein. à l'endroit où il faudrait qu'il soit. Après, malheureusement, j'aime bien toujours raconter un peu cette anecdote. Il y a eu un entretien, je ne me rappelle plus quand, au CEO de Netflix qui disait que leur pire concurrent, c'était le sommeil, justement, parce que les gens, Peuvent quand plus ils regarder la dorment, voilà, ils série. ne regardent pas de série, donc, et du coup, c'était leur pire concurrent. Et à mon avis, ils risquent de gagner cette bataille parce qu'il y a de plus en plus de gens justement qui se décalent pour regarder tard justement les séries. Voilà, mais on en parlera tout à l'heure On aussi en des écrans reparlera et de la lumière, effectivement effectivement. des écrans. Alors, à quelle heure faut-il réellement se coucher? Est-ce qu'il y a une régularité et des heures concrètes Alors oui, ça c'est aussi une autre question assez récurrente. D'ailleurs, probablement il y a quelqu'un d'entre vous qui est en train de décrire, mais est-ce que c'est vrai que les heures avant minuit, ils sont plus réparatrices? Ils sont les meilleurs? Alors non. Déjà, il n'y a pas une horaire auquel il faut se coucher. Bien sûr, il faut dormir la nuit, ça c'est clair, mais il y a plutôt des typologies des dormeurs. Donc, des profils des dormeurs. Donc, il y a des sujets, c'est qu'on appelle du soir ou des sujets du matin. Donc, les sujets du soir ou couche tard, lève tard, c'est des gens qui spontanément, ils ont envie, ils sont assez réveillés jusqu'à minuit, autour de cette heure-là, minuit, minuit 30, et qu'après, s'ils pouvaient se réveiller à 8 heures, ça lui conviendrait. Par contre, les couches-tôt, lève-tôt, c'est des gens qui commencent à bailler à 21h30 et à 22h, ils se couchent pour se lever en pleine forme à 6h et aller faire leur jogging sous les quais de Seine et ils sont très contents comme ça. Et disons que chacun, du coup, a un profil de dormeur différent qui est aussi déterminé un peu des façons génétiques, on ne peut pas les changer. Ça peut changer un peu avec l'âge, c'est-à-dire que avant l'âge adulte, les adolescents, ils ont ce qu'on appelle un retard des phases physiologiques, c'est-à-dire qu'ils sont couche-tard, lève-tard. Et après, justement, avec le vieillissement, après 65 ans, on peut, c'est pas tout le temps comme ça, mais on peut redevenir un peu couche-tôt, lève-tôt. Voilà. Du coup, l'idée, c'est que pour bien dormir, il faut un peu suivre, lorsqu'on peut, son profil de dormeur. Et même pour ce qui concerne son activité professionnelle, il faut idéalement, pour ne pas avoir de soucis, suivre son profil de dormeur. Notamment, les gens qui travaillent la nuit, en général, c'est des couche-tard, lève-tard. Les couche-tôt, lève-tôt, ils n'arrivent pas trop à le faire. Ceci dit, travailler la nuit et dormir la journée, ce n'est pas tout à fait physiologique. Donc, quand je fais ce genre de rencontres pour des personnes qui travaillent la nuit, je dis, au bout d'un certain temps, il faudra penser à repasser 2 jours, à travailler la journée. Oui, et ça, c'est ces profils donc d'heures, c'est déterminé aussi de façon génétique finalement. Oui, exactement. C'est déterminé de façon génétique et donc on ne peut pas vraiment le changer. Voilà. Après, effectivement, ce qui se passe, c'est que parfois, on a un certain profil et on se décale de façon un peu pathologique. Si quelqu'un de couche-tard, lève-tard, justement, s'il regarde Netflix jusqu'à 2 heures du matin, 2-3 heures du matin, mais après, il se lèvera de plus en plus tard. Et disons que ce n'est pas tout à fait physiologique, même pour les couche-tard, lève-tard, de se coucher, je ne sais pas, à 3h30 du matin pour se lever à midi.
pareil, ça ne serait pas physiologique de se coucher à 17 heures et s'élever à 3 heures du matin, vous voyez? On n'est pas fait, On n'est pas fait on est pour, quand même oui. fait pour dormir la nuit. Exactement. Alors justement, on a un petit quiz à vous proposer pour que vous-même vous puissiez peut-être connaître votre profil. Donc il y a une petite slide qui s'affiche à l'écran avec un QR code et puis je crois qu'il y a un lien qui va vous être transmis aussi. Vous pouvez cliquer et répondre. Je vous laisse quelques secondes, j'allais dire peut-être même minutes pour répondre à ces questions. Et puis peut-être que Dan, qui est avec nous, nous fera part de vos retours. Dan, est-ce que tu as déjà quelques retours à nous faire? Ou quelques questions d'ailleurs. Bonjour Géraldine, bonjour Livio, bonjour à toutes et à tous. Alors, je regarde rapidement, il y a pas mal de réponses déjà, oui, c'est bien, il y a 70 réponses déjà. Alors, je vais juste extraire un petit peu la majorité. On a une majorité de répondants qui se couchent entre 22 et 23 heures, presque 60%. Sur le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin, là, c'est très flagrant, c'est entre 7 et 8, 70%. Alors, c'est intéressant ce que tu as trouvé parce que c'est vrai qu'après, je ne sais pas s'il n'y a que des femmes qui assistent, mais il y a certaines études qui montrent comme, en général, les femmes, ils sont un peu plus couche-tôt, lève-tôt par rapport aux hommes. Voilà. Et sinon, concernant la durée de sommeil, bah, c'est dans la moyenne, comme on a vu, un peu nationale, entre 7 et 8 heures. Voilà. Oui, finalement, il y a 10% des gens qui sont des vrais lève-tôt et puis 10-15% des gens qui sont des vrais couche-tard. Et là, on est quand même tous plutôt dans cette moyenne de s'endormir, c'est ça? J'ai Oui. même peut-être une autre bonne nouvelle dans tout ça, c'est que sur la dernière question, il y a presque une majorité de personnes qui, si elles n'avaient aucune contrainte, dormiraient exactement le même nombre d'heures. Donc, on est à près de 50%. 1 heure de plus à 38% et finalement 2 heures supplémentaires. Ça n'a pas l'air de faire l'unanimité dans les besoins. Ah bah tant mieux. Tant mieux. Alors, il y a aussi, je crois, un autre questionnaire que vous pourrez facilement trouver sur Internet qui s'appelle le questionnaire de Horn, Oui. qui permet de encore mieux connaître son chronotype, voilà, avec des questions très, très précises et qui permettra de déterminer si vous êtes vraiment un vrai couche-tôt ou un vrai couche-tard. Voilà. Exactement. Après, malheureusement, il y a les contraintes qu'on a dans la vie de tous les jours. Donc, professionnelles qui sont parfois difficiles de concilier les deux, mais si on peut se coucher voilà, et suivre son rythme biologique. Son profil de dormeur, ça serait mieux, oui, c'est encore mieux. Avant de conclure donc, sur cette première partie, je ne sais pas, Dan, s'il y a quelques questions qui ont été posées. Pas pour l'instant, mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions, mais pas dans le chat. Si possible, dans l'onglet questions, ce sera plus simple de pouvoir les faire remonter à Livio et Géraldine. Super. Super. Alors, s'il n'y a pas de questions pour cette première partie qui était assez générale sur le sommeil, on va plutôt maintenant s'intéresser vraiment au sommeil et aux spécificités du sommeil chez la femme, parce qu'on entend souvent dire que les femmes dorment moins bien. Alors, c'est vrai ou c'est un mythe? Alors non, ce n'est pas un mythe. Il faut savoir aussi que le sommeil de la femme, il est très évolutif. Donc, on aura une slide justement qui va un peu montrer, parce que dans la vie de la femme, il y a plusieurs moments. Il y a l'enfance, après il y a la puberté avec l'apparition du cycle menstruel. Il y a aussi l'âge adulte où on aura ou pas une grossesse, parce qu'il ne faut pas penser que la grossesse soit forcément une étape dans la vie d'une femme, mais ça peut l'être. Et après, il y a les périodes après la grossesse, avec tous les changements hormonaux qui vont avec. Il y a la période de la périménopause, de la ménopause, et après, finalement, il y a l'âge où on vieillit un peu, voilà. Donc, et pendant toutes ces périodes-là, on a des oscillations hormonales importantes qui ont un impact déjà sur l'architecture du sommeil, mais aussi sur l'humeur, bien sûr.
et éventuellement qu'on verra pour la ménopause, pour la périménopause aussi sur la prise de poids. Donc, effectivement, les femmes, ils dorment pire à cause de cette variabilité tout au long de leur vie. Il y a en particulier certaines pathologies du sommeil qui sont plus représentées chez la femme. Ils sont deux. Déjà, c'est l'insomnie, mais c'est difficile de quantifier exactement combien les femmes sont plus insomniaques que les hommes. Disons que déjà, l'insomnie, c'est la pathologie la plus représentée. C'est-à-dire qu'en moyenne, il y a un Français sur 5 qui a eu ou qui a actuellement des problèmes d'insomnie. Moi, je les vois dans ma pratique clinique. Il y a différentes études qui les montrent, mais je les vois aussi dans ma pratique clinique. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup plus de patients insomniaques qui sont des femmes. On verra pourquoi. Et aussi, il y a une autre pathologie, c'est la syndrome des gens sans repos. Effectivement, les femmes, elles sont touchées en moyenne, normalement, ça touche plus ou moins 8% de la population en France. Les femmes, elles sont touchées 2 fois plus que les hommes. 2 fois plus que les hommes. Donc, voilà, on peut parler de ça. Donc, on a toujours pensé que, peut-être on croit que les femmes dorment moins bien parce qu'elles sont plus sujettes au stress ou elles ont peut-être un caractère plus anxieux. Mais ce que vous venez de dire, c'est que quand même, il y a cette imprégnation hormonale qui fait déjà qu'effectivement, on peut avoir un sommeil de moins bonne qualité par rapport aux hommes. Donc, j'imagine nos oestrogènes et progestérone qui jouent énormément et qui modulent directement notre sommeil. Effectivement, il y a un côté physiologique lié justement aux fluctuations hormonaux, mais il y a aussi, et qui joue aussi sur l'humeur, évidemment, mais il y a aussi, moi je dis toujours, de contraintes sociétaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande à la femme d'être performant au travail comme les hommes, même parfois, les femmes, ils pensent de devoir faire leurs épreuves, de montrer qu'ils sont aussi efficaces que les hommes, voilà. Et aussi, par contre, ils demandent aussi de gérer la famille, de gérer les enfants et tout ça. Donc, il y a une charge mentale beaucoup plus importante pour la femme que l'homme. Donc, et ça, bien évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec l'effet que ce soit la femme qui doit tout gérer, qu'elle doit travailler à temps plein et tout ça. Il faut que les tâches soient partagées, effectivement, dans un couple. Oui, voilà. Voilà. Pas tout remettre sur le sommeil, exactement. Le sommeil de la femme. Alors, on va revenir sur les 2 troubles donc, spécifiques, notamment à la femme dont vous parliez. Donc, l'insomnie. Oui. Alors, l'insomnie, donc, comment on la définit exactement ? Alors, l'insomnie, d'un point de vue clinique, il est défini comme le fait de dormir mal au moins 3 fois par semaine pendant au moins 4 semaines. Dormir mal, ça veut dire avoir des difficultés d'endormissement, ça veut dire s'endormir en plus de 20 minutes, et ou de gros réveils nocturnes, donc toujours des réveils de plus de 20 minutes, et ou des réveils précoces. Par exemple, on met le réveil à 7 heures, on se réveille de façon systématique, je ne sais pas, à 5h30 du matin. Voilà. Avec cette notion de retentissement sur sa forme la journée, parce qu'à la limite, si on est en forme, c'est pas insomnie, voilà. Donc, tout ça, au moins, on a dit 3 fois par semaine, pendant au moins un mois, donc 4 semaines. Là, on parle d'insomnie aiguë. On parle d'insomnie chronique à partir de 3 mois. Voilà. Oui, donc, en fait, assez vite, on peut être un insomniaque chronique. Exactement, oui. Si pendant plus de 3 mois, on dort mal plus de 3 nuits par semaine, on a une insomnie chronique. Comme un insomnie ça, c'est important de distinguer parce que aussi les traitements préconisés, ils sont différents. Donc, je vois qu'il y a une question. Dan, tu peux… Alors oui, il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de synthétiser, mais il y a plusieurs questions qui tournent un petit peu autour du même sujet. Il y a Rose qui nous dit, est-ce que tomber littéralement dans un sommeil très profond vers 21h et se réveiller en super forme quelques heures plus tard, est-ce une situation normale ? On a aussi là-dessus, ça n'arrête pas. On a une question de Claudine qui rejoint un petit peu ça. Pourquoi, quelle que soit l'heure à laquelle je m'endors, je me réveille toujours 2 heures après ? Ok. Alors, déjà, pour répondre à Claudine, les réveils dans la nuit, c'est normal de se réveiller la nuit. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le sommeil, il est divisé en cycles. Chaque cycle dure 1h30.
Et on peut se réveiller à la fin de chaque cycle, soit d'un point de vue physiologique, soit parce qu'il y a des bruits et tout ça. On peut se réveiller pour des millions de raisons. Mais on peut aussi se rendormir. La normalité, c'est de se rendormir. Voilà. Si on ne se rendort pas, parce que je pense que Claudine, s'il pose cette question, c'est qu'elle ne se rendort pas, mais probablement il a une insomnie. Pourquoi parfois on ne se rendort pas? Souvent parce que quand le réveil dure un peu plus de temps, mais c'est là qu'on fait un point un peu sur sa vie, c'est la nuit. Donc on pense aux problèmes, on pense aux soucis, on rumine sur l'organisation de la journée, les problèmes rencontrés au travail, les problèmes familiaux, voilà. Ou tout simplement, lorsque ça fait un petit moment qu'on a des soucis de sommeil, qu'on se réveille, on ne s'endort plus, du coup, on commence justement à avoir des pensées d'anxiété liées qu'au sommeil. On est là, on se retourne comme une crêpe, on se dit, mais pourquoi je ne dors pas? L'autre question, est-ce que c'est normal, si j'ai bien compris, de se coucher par exemple à 21h, de dormir comme une masse après de se réveiller en pleine forme? Alors, ce n'est pas tout à fait normal dans le sens que déjà, 21h me semble assez tôt. C'est vrai que le sommeil profond, il est concentré en début de nuit. Donc, n'importe à quelle heure vous vous couchez, qu'il soit 21h, qu'il soit minuit, les premières heures de sommeil, le sommeil, il est plus profond. C'est pas grave, c'est-à-dire, c'est comme ça qui est fait et c'est physiologique, c'est l'architecture du sommeil. Par contre, même si après, effectivement, on est moins fatigué, il y a d'autres phases de sommeil qu'on doit faire, donc on devrait pouvoir se rendormir. Donc là aussi, la personne qui dort 2 heures, elle se réveille, elle ne s'endort plus, ou peut-être là, la sensation d'avoir un vélo dans le cerveau qui ne s'arrête pas. Là aussi, on est dans les cas de figure un peu d'une insomnie, voilà, avec des problèmes de réveil soit précoce, soit s'il dort, là, je ne sais pas trop qu'est-ce que fait cette personne, mais s'il se couche à 21h, c'est peut-être un peu tôt quand même pour se coucher. C'est un peu tôt probablement, oui, exactement. Sauf si ça serait vraiment un chronotype de vrai couche-tôt. C'est vraiment un couche-tôt. Mais elle se réveillerait sans doute pas comme ça 2 heures après. Là, c'est presque une sieste déguisée. On a l'impression. Après, attention, parce que même si on est très couche-tôt, tout dépend pour le réveil de son besoin de sommeil. Imaginons que cette personne, il a besoin de, je sais pas, 7 heures de sommeil. Voilà. S'il se couche à 21h, imaginons qu'il arrive à dormir ces 7 heures dont on le traite, il se réveillera de façon systématique tous les jours à 4 heures du matin, si j'ai bien fait le calcul. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, comme on ne veut pas se lever à 4 heures du matin, peut-être que ça serait mieux de décaler l'heure des couchers. Plutôt de gagner une heure et se coucher plutôt vers 22h, ce serait plus facile. Alors, comment elle s'installe, cette insomnie? Vous avez parlé de la règle des 3 P. 3 facteurs. Exactement. C'est très marketing, la règle des 3 P. Alors, les 3 P, première P, c'est la prédisposition. Il y a toujours des facteurs prédisposants. C'est-à-dire que souvent, toujours, pas tout le temps, mais bon, disons que souvent, les gens qui développent des insomnies, c'est des gens qui ont à la base un sommeil fragile, qui peut-être leur mère lui disait « Ah oui, toi, tu as fait tes nuits très tard. » Voilà. Ou c'est des personnes un peu anxieuses et qui, quand ils ont des soucis, une charge mentale importante, ça tape tout de suite sur le sommeil. Voilà. Donc, il y a une prédisposition, première P. Deuxième P, c'est les facteurs précipitants. Donc, souvent, il y a un événement. Donc, ça peut être un traumatisme, ça peut être, je ne sais pas, une période compliquée. Par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai pas mal de personnes qui me disent « Ah oui, j'ai fait l'année des prépas, j'ai fait n'importe quoi concernant le sommeil, je me couchais très tard pour réviser, j'étais très stressé tout le temps. Et après, même après, je continuais à mal dormir. Donc, il y a un événement. Mais après, les problèmes, c'est qu'il y a, troisième P, les facteurs perpétuants. C'est-à-dire, les problèmes de l'insomnie, c'est quand elle est installée, elle devient un problème à part. C'est-à-dire que même en absence de la cause qu'il a provoquée, il reste là. Et parfois, mes patients, ils ne comprennent pas. Ils me disent, mais moi, je ne sais pas, là, effectivement, tout va bien, le travail va bien, en famille va bien, mais je continue à mal dormir. Quels sont ces facteurs perpétuants? Déjà, ça peut être des mauvaises habitudes, comme le fait de se coucher très tôt. Souvent, une erreur classique chez les gens qui dorment mal, ils se disent, bon, comme je dors mal, je sais qu'il va je vais faire des gros réveils dans la nuit, je vais me prendre des plombes pour m'endormir, je me couche très tôt. Comme ça, au moins, je suis sûr d'assurer au moins 6 heures de sommeil. Mais, à nouveau, si on a besoin, imaginons, de 8 heures de sommeil et on reste 10 heures, 11 heures dans les lits,
mais les 3 heures de plus qu'on passe dans les lits, forcément, on va les passer éveillés. Donc, ce n'est pas une solution, ça va même, disons, aggraver la situation et entêter les problèmes. Et après, bon, du coup, il y a, ça peut être un facteur perpétuant, de donner des mauvaises habitudes. Ça peut être l'effet de prendre l'habitude quand on ne dort pas, de regarder un peu le téléphone parce qu'on s'ennuie. Ça peut être aussi, c'est aussi des mauvaises associations qu'on fait. Par exemple, on s'est dit, comme le lit nous stresse, il devient un peu notre ennemi. Du coup, souvent, les insomniaques, ils s'endorment beaucoup plus facilement sous les canapés, parce que sous les canapés, on n'est pas censé dormir. Par contre, les lits, quand on y arrive, on se pose la question, souvent, si ça fait beaucoup de temps qu'on dort mal, est-ce que je vais bien dormir? Eh oui, mais c'est parfois dès le matin, on se demande si on va bien dormir. Exactement, bien dormir parfois, le même soir, la ça. journée, quand on est devant l'ordinateur, on baille, on est un peu fatigué, on a des maux de tête, on se dit, j'espère que cette nuit, je vais bien dormir, Et parce que on se sinon, demain, ça concentre va être encore là-dessus pire. Et on tourne un peu en on rond, voilà. perpétue. Voilà. Et alors, la femme, elle est quand même assez sujette à ça aussi par son imprégnation hormonale. Donc, au moment de notamment les premières règles, la grossesse est aussi une étape, la ménopause. Alors, effectivement, en fonction des étapes de la vie d'une femme, des variations hormonales, on peut avoir plus de difficultés de sommeil. Pourquoi? Parce que, du coup, l'effet que les hormones fluctuent, à la fois pour le cycle menstruel, dans des périodes du mois, ils sont différents. Donc, ils vont impacter un peu notre horloge biologique, parce que notre horloge biologique, il a besoin de régularité. Voilà. Après, les hormones ils jouent aussi sur la régulation de la température du corps. Et comme on verra plus tard, effectivement, l'effet de baisser la température du corps aide à dormir. Voilà. Concernant la femme enceinte, ça c'est encore plus complexe parce qu'il y a les variations hormonales. On peut avoir comment s'appelle, des carences en fer et donc on peut avoir une syndrome des jambes sans repos temporaire. Parce que comme on verra tout à l'heure, le syndrome des jambes sans repos peut être lié en carence en fer. Comme il y a plus de... On prend du poids quand on est enceinte, on peut avoir aussi ils peuvent se produire ce qu'on appelle un syndrome d'apnée du sommeil pendant la grossesse. Voilà. Et après, bien sûr, il y a tous les autres problèmes qui ont parfois les femmes enceintes concernant le reflux. Le reflux, et puis voilà. parfois même être gêné ne serait-ce que par le ventre, Oui, et donc par on le n'est pas ventre, forcément bien dans sa sûr. position idéale pour dormir. Et puis après, on a quand même l'arrivée d'un nourrisson qui Exactement. vient aussi pas mal perturber Effectivement, moi le j'ai pas sommeil. mal de patientes qui sont des jeunes mamans, et les jeunes mamans, c'est compliqué. Bon, je ne veux pas faire peur à personne, ça peut se passer très bien, mais déjà, le corps, après l'accouchement, il doit se réhabituer. Il y a là aussi des fluctuations hormonales importantes. On parle d'ailleurs de dépression postpartum. Ce n'est pas obligatoire d'en avoir une, mais ça peut arriver. Donc, il y a disons, de montagnes russes un peu en termes d'humeur. Et après, on a quelqu'un à la maison qui se réveille toute la nuit parce que le sommeil des enfants, des bébés, c'est assez chaotique. Chaotique, Et jusqu'à 6 mois, c'est vraiment un peu compliqué. Et donc, il y a ça, il y a l'effet que les femmes, elles restent beaucoup à la maison parce que d'un côté, c'est un peu culturel, donc c'est la femme qui doit s'occuper de l'enfant. Ça aussi, c'est en train de changer, un peu de bouger. Il faut que ça change. Mais d'un côté, effectivement, c'est la femme souvent qui est en arrêt pour la maternité, et du coup, il reste tout le temps à la maison, il est moins actif d'un point de vue physique, il est moins stimulé intellectuellement, parce que toute la journée avec un bébé, c'est bien, hein, mais ce n'est pas des interactions voilà, très, très stimulantes. Et donc, le sommeil peut être compliqué. Donc, c'est vraiment important, avant de répondre à la question, je vais le dire, de se faire accompagner dans cette étape-là. Demander déjà l'aide d'un spécialiste du sommeil qui peut aider à donner des astuces ou à organiser mieux le sommeil. Demander l'aide à des proches, à la famille, à son conjoint, voilà. Et bien sûr, parfois, avoir un assistant maternel qui peut aider la femme peut prendre un peu le relais pour aussi, prendre les relais. Parfois, on n'est pas des mauvaises mères si on ne reste pas 24 heures sur 24 avec son enfant. Il faut savoir se reposer pour bien s'en occuper. Exactement. C'est pas toujours évident. Il y a peut-être une question, Dan. Oui, il y avait une question, j'ai vu. Je fais juste remonter 2 questions pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de questions sur les solutions, mais on va y venir. On va y venir, oui. Il y a une question de Laetitia et une autre de Susanna qui se rejoignent autour d'autres perturbateurs que sont les rêves.
plus particulièrement, pardon, les cauchemars et le fait que, voilà, en pleine nuit, quelque chose comme ça peut complètement perturber à la fois le physique et le mental. C'est vrai. Ok, effectivement, les cauchemars, ils peuvent arriver. C'est pas grave s'ils arrivent de temps en temps, effectivement. Quand on a de façon systématique des cauchemars, en général, il y a plusieurs facteurs qui peuvent provoquer les cauchemars. Déjà, c'est une mauvaise hygiène de sommeil. Et après, surtout, le stress. Voilà. Ou ça peut être aussi des traumatismes. Mais ça, c'est un cas un peu particulier. Voilà. Quand on a un traumatisme qui est encore frais, donc quand on est, par exemple, on a un PTSD ou en français, c'est quoi? En anglais, c'est Post-Traumatic Stress Disorder. Voilà. Un trouble post-traumatique. Voilà, un trouble post-traumatique, mais ça, c'est un peu particulier. Sinon, effectivement, ça peut être lié au stress, donc il faudrait effectivement essayer de voir un peu… Travailler plutôt un peu sur cette ça, sur notion-là. la gestion de cette notion-là, oui. Donc, un peu de cauchemar, c'est normal. Trop Oui, et de temps en régulièrement, temps, voilà. il faut creuser quelle est la cause de ces cauchemars. C'est intéressant. Alors, donc, on a dit donc la femme, elle est plus sujette aux insomnies, elle est plus imprégnée par ses hormones et donc en période autour des règles, la grossesse évidemment, la périménopause aussi va impacter le sommeil. Donc ça, c'est le côté insomnie. Et puis la deuxième pathologie à laquelle on est aussi plus sujette, donc c'est ce fameux syndrome des jambes sans repos. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Juste, je voulais rajouter, parce que finalement, on n'en a pas parlé sur la périménopause et la ménopause. Effectivement, le problème de la périménopause, déjà, c'est, du coup, on a de nouveau des fluctuations hormonales. On peut avoir une prise de poids aussi importante. Donc, c'est important d'avoir une prise en charge aussi chez un nutritionniste, voilà. Parce que, avec les poids, on peut éventuellement développer… Il y a deux facteurs. Déjà, il y a la prise de poids qui peut, disons, c'est un facteur de risque pour développer des apnées du sommeil, et aussi que lorsqu'il n'y a plus le progestérone, il a disons, c'est un facteur de protection contre les apnées. Voilà. C'est pour ça aussi que les hommes, ils font plus d'apnées dans toute leur vie que les femmes, entre autres. Et puis, on a ces fameuses bouffées de chaleur qui apparaissent. Les bouffées de chaleur, oui, parfois, effectivement, les bouffées de chaleur, aussi être très, très désagréables. Alors, syndrome des gens sans repos. Voilà. Alors, syndrome des gens sans repos, c'est assez particulier comme pathologie, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est déjà? Parce que l'insomnie, tout le monde a plus ou moins une idée. Syndrome des gens sans repos, c'est comment on pourrait l'expliquer? C'est des spasmes, une gêne qu'on a dans les membres inférieurs, donc dans les jambes. Certains patients le décrivent comme un fourmillement, comme des crampes, comme une envie incoercible de bouger les jambes, bien sûr le soir ou la nuit. Coucher, et dans pas la nuit. Forcément le soir, pas en début de journée, le soir, la nuit, à repos, donc assis ou allongé, avec bien sûr un retentissement sur la qualité du sommeil. Donc en gros, on a envie de bouger les jambes. Et donc, on a envie de se lever finalement. Et effectivement, le fait de se lever et de marcher va, disons, diminuer cette gêne. Voilà. Et la syndrome des gens sans repos, elle est souvent liée, pas que, mais elle est souvent liée à une carence en fer. Et du coup, les femmes, elles sont plus sujettes que les hommes à cause de règles. Après, il y a la grossesse aussi. Mais du coup, il faudrait vérifier cela. D'ailleurs, pour diagnostiquer ça, c'est important de consulter votre médecin généraliste qui va éventuellement vous adresser voir un médecin de sommeil et qui verra qu'est-ce qu'il faut faire. Il va voir un peu, il va vous faire des bilans. Un bilan biologique, vérifier le taux de fer. Et si ce n'est pas du coup un carence en fer, il y a des médicaments qui sont faits pour. Oui. Voilà. Et ça, parfois, on ne sait pas, enfin, on ne ressent pas forcément. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que ce syndrome très particulier qui fait qu'on voit parfois les gens qui, au bout d'un certain temps assis, ont besoin de se lever, ont besoin de gigoter. Alors, par contre, c'est vraiment le soir qui est important, qui est présente. Et aussi, parfois, justement, on a du mal à consulter parce que d'un côté, c'est souvent familial. Donc, on a vu la mère, la grand-mère avoir les mêmes soucis, donc on se dit c'est normal. Et à tort, parfois, on pense que c'est lié à l'anxiété. Ah, moi, j'ai tout le temps envie de bouger, j'ai la bougeotte, tout ça. Mais peut-être c'est aussi vrai, c'est des gens un peu nerveuses dans la journée. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique. Donc, dans les doutes,
il faut aller consulter. Voilà. Et on sait qu'en rétablissant un bon taux de fer, on peut évidemment bien améliorer ce problème. Si et c'est lié à avoir- la carence en fer, oui, Ouais. ça va régler complètement les problèmes. Si c'est Ça, lié à la c'est- carence en fer, C'est effectivement. super. Alors, avant de passer à la troisième partie et aux solutions peut-être un peu plus concrètes, y a-t-il d'autres questions, Dan? Il y a beaucoup de questions, mais là, juste, je rebondis sur le syndrome des jambes sans repos. Une question de Laetitia. Est-ce que ça peut Alors, est-ce que le syndrome de jambes sans repos peut aussi être conséquence de problèmes veineux jambes lourdes? J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de questions qui sont quand même très personnelles et très spécifiques, auxquelles on ne pourra pas vous répondre parce que voilà, on est Non, bien sûr. malheureusement Après, pas en consultation. c'est effectivement, c'est une bonne question. En général, ça, il faut faire un diagnostic différentiel, justement, pour distinguer ce qui est des problèmes de circulation de ces problèmes-là, qui est vraiment spécifique. Donc, c'est pour ça qu'il faut consulter. Mais c'est une bonne question. Mais du coup, on ne peut pas répondre dans le sens qu'il faut vraiment faire un diagnostic différentiel, consulter un professionnel. Ça n'a rien à voir. Exactement. Alors, on va... Oui, pour le reste, il y a beaucoup de questions sur les solutions, mais comme vous allez commencer à les aborder, Exactement. à vous la parole. Ouais, voilà. Alors, après avoir effectivement parlé plutôt des troubles, maintenant, parlons des solutions. Alors, par où commence-t-on? Commençons par l'insomnie, justement, déjà. Alors, l'insomnie, il y a des solutions qui sont préconisées, il y a des guidelines internationales qui nous expliquent quels sont les traitements de référence pour l'insomnie. Alors, il faut savoir que pour l'insomnie aiguë, donc à partir d'un mois et moins de 3 mois, il y a 2 options. Il y a la prise de traitement par médicaments, notamment des somnifères, et le traitement par thérapie cognitivo-comportementale, la TCC. Voilà. Moi, je ne suis pas forcément contre les médicaments pour des périodes courtes, effectivement. C'est-à-dire que lorsqu'on est au bout du rouleau, effectivement, prendre des somnifères qui nous permettent de récupérer, ça peut être utile. Mais il faut... parfois, moi, je trouve que par contre, les médicaments, ils sont prescrits avec trop de légèreté, sans suivi derrière. Ça, c'est important de le dire. Et donc... les problèmes des médicaments, c'est qu'ils ont déjà, on ne sait pas comment votre corps va réagir. En général, ils peuvent fonctionner ou pas. Ils ont des effets secondaires. Ils traitent des symptômes, ils ne traitent pas la cause. Donc, on risque justement d'avoir une insomnie aiguë qui est soulagée de façon momentanée par les médicaments, mais après, il va se développer comme insomnie justement chronique. Et comme on ne peut pas prendre des médicaments pendant trop de temps, parce qu'après, ils perdent leur efficacité, et aussi, ce n'est pas bon pour la santé, on se retrouve au bout de 3 mois avec les mêmes problèmes de sommeil, dépendant d'une molécule qui fait plus son effet. Mais si on essaie de l'arrêter, surtout si on le fait de façon soudaine, on a encore plus de soucis de sommeil. Donc, pour moi, dans tous les cas, la meilleure option reste la thérapie cognitivo-comportementale. Qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, il faut savoir, la thérapie cognitivo-comportementale, ce n'est pas que pour l'insomnie. On peut traiter plein de troubles différents. Pour l'insomnie, elle est spécialement efficace. Donc, c'est une thérapie pour l'insomnie qui est courte. En général, dans la littérature scientifique, on parle de 4-8 séances. On travaille sur différents axes. Donc, en général, et ça peut aussi vous donner une piste pour vous auto-soigner. Avant, on travaille sur tout ce qui est la partie, disons, comportementale. Donc, il y a un travail sur les horaires à faire, de lever et de coucher. Ce qu'on fait en général, c'est qu'au début, on restreint le temps passé dans les lits. Et parce que, comme on a dit tout à l'heure, beaucoup de gens ils restent trop dans les lits par rapport à leurs besoins. Donc, En pensant qu'ils vont récupérer, puis en fait... Et il entretient les problèmes en vrai. Donc, au début, on restreint, et après, on réouvre progressivement jusqu'à arriver au temps qu'il nous faut. Moi, j'estime que idéalement, il faudrait rester dans les lits à peu près le temps qu'il nous faut, plus ou moins une demi-heure, 40 minutes, pour tenir compte. Imaginons que vous avez besoin de 7 heures. Si vous restez 7 heures dans les lits, déjà, vous n'allez pas dormir 7 heures. Donc, pour avoir 7 heures de sommeil, il faut rester, je ne sais pas, 7 heures et demie. C'est compte de petit réveil, de l'endormissement, voilà. Donc, d'abord, on travaille sur ça. On travaille sur l'hygiène de sommeil, voilà, sur les mauvaises habitudes, les mauvaises routines qu'on avait en place. D'ailleurs, on parlera d'hygiène de sommeil tout à l'heure, qui est quand même un bon outil pour prévenir les problèmes.
Et après, il y a tout un travail à faire sur la gestion des anxiétés, des ruminations, toujours de façon très pratique avec des techniques. Donc, malheureusement, il y a peu de personnes qui font ce genre de thérapie en France. C'est plutôt développé dans les pays anglo-saxons. Mais vous pouvez trouver les conseils, justement, c'est d'aller consulter des ensembles de sommeil. Ils sauront vous adresser. Ou sinon, en ligne, il y a les réseaux Morphée, qui sont une société Voilà. savante, ou les réseaux Hypnos, qui sont des sociétés savantes qui s'occupent du sommeil très sérieuses, qui peuvent vous adresser vers des professionnels en fonction de votre problème. Et c'est une technique qui est vraiment très efficace à toutes les étapes de la vie et qui peut vraiment avoir une solution rapide, précise et éviter d'aller s'installer une insomnie chronique. Mais même en cas d'insomnie chronique, même des gens qui dorment mal depuis 15 ans, c'est très, très efficace et assez rapidement. Moi, souvent, je vois des patients qui me disent « Moi, j'ai tout essayé, j'y crois pas. » Et j'ai essayé l'acupuncture, et j'ai essayé la sophrologie, j'ai essayé, je sais pas, le MDR, l'hypnose. Alors, et parfois des choses un peu plus, disons, exotiques. Voilà. Et bien sûr, toutes les classes des médicaments. Mais alors, moi, je ne dis pas que, par exemple, dans les cas de la sophrologie, plutôt que l'hypnose, plutôt que l'MDR, c'est des techniques utiles, mais ils ne sont pas les techniques de référence. Ouais, voilà. Donc, il faut vraiment essayer de faire ça. Alors, il y a peut-être une petite question, et puis après, on va vraiment partir dans la… C'est beaucoup de questions autour de, non pas des médicaments, mais des compléments, et notamment de la mélatonine. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est conseillé? Alors, donc, tout ce qui est complément, en vrai, tout ce qui est vendu sans ordonnance, ce n'est pas tellement efficace. On ne va pas se mentir. Moi, je suis assez cartésien. Il n'y a pas d'études qui montrent que, je ne sais pas, l'aubépine, la passiflore, ils vous aident à mieux dormir. Après, forcément, ils ne font pas trop de dégâts. C'est des plantes qui sont relaxantes, donc ça peut faciliter un peu l'endormissement. Après, là, quand on parle de pathologie lourde, effectivement, c'est un peu différent. Mais l'idée, même s'il faisait un peu d'effet, l'idée, vous voyez, c'est qu'il ne faut pas rentrer un peu dans les pièges d'associer la prise de quelque chose, même si c'était du sucre, un bonbon, au sommeil. Vous pouvez dormir de façon naturelle sans prendre rien. Voilà. Concernant la mélatonine, c'est un peu différent. La mélatonine, c'est un peu controversé, c'est-à-dire qu'il y a certaines études qui démontrent qu'à partir d'un certain âge, ça peut aider dans certaines insomnies. Moi, honnêtement, dans ma pratique clinique, j'ai vu quasiment tous mes patients, ils ont essayé la mélatonine au moins une fois par période. Personne ne s'est soigné d'une insomnie avec ça. La mélatonine, c'est plutôt utile pour les problèmes de décalage horaire. Et après, il ne faut pas oublier une chose. De nouveau, la mélatonine, même si parfois c'est en libre-vente en certaines quantités, parce que il est quand même une hormone, ce n'est pas de l'eau fraîche. Donc, on ne peut pas prendre comme ça de la mélatonine toute la vie, tous les jours. Il faut que ce soit bien prescrit, effectivement. Exactement. Mais ça nous permet d'enchaîner, parce que l'heure tourne, sur effectivement l'hygiène de vie et sur cette fameuse importance, et il y a une slide qui va s'afficher, de la régularité. Effectivement, la mélatonine, elle aide quand on a des décalages horaires et qu'il faut se remettre les pendules à l'heure. Et donc, voilà, quelle est l'importance justement de ces horaires? Effectivement, une chose qui aide beaucoup le sommeil, c'est la régularité. Donc, moi, je répète, les routines. Régularité, régularité, régularité. Quelle régularité? Déjà, des horaires de lever et de coucher. Ça aide. Après, il ne faut pas non plus s'obséder, parce que, rappelez-vous d'une chose, c'est bien d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir une bonne hygiène de sommeil. Il ne faut pas que toute votre vie tourne autour de sommeil. Il faut avoir une routine qui vous convienne. On peut faire, bien sûr, des exceptions. Évidemment, si on fait de n'importe quoi tout le temps, si un jour on se couche à 22 heures, un jour à 2 heures du matin, un jour on se lève à midi, ça ne va pas le faire. Donc, régularité des heures de lever et de coucher, régularité des horaires de repas, par exemple, idéalement aussi des activités, des horaires de travail. Donc, c'est surtout pour les gens qui… Moi, j'ai parfois des personnes qui sont en full télétravail, qui sont à leur compte. Ils travaillent, surtout les gens qui travaillent dans l'informatique. Parfois, ils travaillent le soir jusqu'à tard. Parfois, le matin, ils ne travaillent pas. Parfois, ils travaillent un peu l'après-midi. Tout est un peu désorganisé. Donc, la régularité, c'est très important. C'est important. Je crois que notre corps, de toute façon, aime la régularité.
Alors, on a une autre slide toujours dans cette hygiène de vie qui concerne plutôt la lumière et l'importance de cette lumière pour cette régulation justement de notre fameuse horloge. Exactement. Donc la lumière bleue, c'est-à-dire la lumière bleue, c'est la lumière, c'est la longueur d'onde de la lumière des rayons du soleil, la lumière du soleil, mais aussi, hélas, des écrans proches du visage. Donc il faut éviter en général de s'exposer à la lumière le soir. En général, normalement, à partir des 21 heures, il faudrait arrêter les écrans proches du visage, donc ordinateur, tablette, smartphone. La télévision, pourquoi pas? En plus, ça fait partie un peu de notre plaisir, de notre culture. Pas peut-être toute la soirée, surtout que les risques de regarder beaucoup la télévision, 4 heures de Netflix. Voilà, On en revient. On en revient. Parce qu'effectivement, déjà, il y a le risque de s'endormir devant. Donc, On les risque de gens, louper, exactement, on au s'endort fameux petit devant. Oui, mais surtout que le problème, c'est que si on fait un gros dodo sur les canapés, justement, parce qu'on dort mal la nuit, donc on est fatigué, on se détend sur son canapé, on regarde quelque chose, on dort 1 heure et demie ou on somnole toute la soirée, après on se couche, forcément on a moins envie de dormir. En tout cas, éviter de s'exposer à la lumière le soir. Et par contre, il y a des moments dans la journée où il faut s'exposer à la lumière, donc idéalement plutôt les matins et en début de journée, voilà, pour donner un peu une bonne inertie à son horloge. Et un signal que Un la signal, la journée la journée démarre démarre, et exactement. on se met en route puisque, comme vous le disiez, on est quand même fait pour avoir une journée active à la lumière et une Exactement. bonne nuit de repos. Et parlant d'activité, effectivement, du coup, c'est l'activité physique aussi qui aide à donner un point de repère. Donc, comme pour la lumière, ça va ensemble. Évitons l'activité physique très tard le soir et privilégions, si possible, les matins. Après, je comprends, chacun a ses contraintes. On ne peut pas tous aller au sport le matin, aller courir le matin. C'est compliqué. Éviter juste de le faire très tard. Mais moi-même, ça m'arrivait dans une autre époque de ma vie de travailler tard, de rentrer tard, d'aller au sport autour de 20 heures. Je terminais, parce que moi, j'y tiens beaucoup à le faire, ça met des temps, mais j'ai terminé vers 21h30. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Sport très tard, dîner tardive, coucher trop proche du dîner, des nuits vraiment pas terribles. Donc, si on peut, sport le matin, en tout cas, moi, je dirais pas après 20 heures. Voilà, en tout cas, pas les activités extrêmement physiques. Le soir, plutôt de la détente, plutôt du yoga doux, plutôt, voilà. Oui, après, attention, les yoga doux, évitons quand même à 11 heures du soir. S'il y a des étirements, s'il y a de la respiration, ça va. Mais si on fait du chien tête en bas à 11 heures du soir, c'est quand même assez physique. Assez physique. Alors, vous le disiez, l'impact aussi donc, de l'alimentation sur notre sommeil est aussi très important. Et on sait qu'il faut privilégier des repas pas trop copieux le soir. Exactement. Donc, l'idée, c'est de manger pas trop tard le soir, donc terminer 2-3 heures avant de se coucher. Pas trop copieux, pas trop lourd, trop gras, trop épicé. Attention, par contre, à ne pas manger trop tôt et trop léger. Donc, une salade à 19 heures, ce n'est pas une bonne idée, parce que la nuit, c'est la période de jeûne la plus longue de la journée, donc vous risquez d'avoir faim la nuit. Et même si vous n'avez pas cette sensation-là, le sommeil est un peu plus léger. Et il y a des aliments aussi qui vous aident à dormir. En général, c'est les sucres lents, donc les riz, les pâtes, les pommes de terre, le pain, le couscous, je ne sais pas, tous les produits à base de céréales. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que les protéines, ils vous aident plutôt à rester éveillé. Donc, en particulier la viande rouge, mais pas que, aussi les autres types de viandes, les poissons. Donc, idéalement, c'est mieux manger plus protéiné à midi et un petit peu de féculents si on veut, il ne faut pas non plus éliminer complètement. Voilà. Et les soirs, faire l'inverse, plus de féculents, des sucres lents. Et de légumes. Les légumes, toujours les légumes, matin, midi et soir, bien sûr. Et après, oui, moins de protéines le soir. Voilà. Et puis, évidemment, éviter tous les excitants qui vont être l'alcool, mais aussi toutes les boissons. On oublie parfois l'impact. L'alcool, les excitants, moi, je dirais plutôt les boissons avec de la caféine, de la théine, voilà, qui restent longtemps dans notre corps. Donc, ce n'est pas juste après 14 heures, moi, je vais boire plus de café. Oui, mais si vous en avez bu 5 dans la matinée, le soir, il reste encore vachement de caféine. Donc, il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a des gens moins sensibles à la caféine, mais si vous en prenez 5, je pense que ce n'est pas parce que vous aimez les cafés, c'est parce que vous voulez vous donner un coup de boost. Exactement. Voilà. Et l'alcool aussi, pour d'autres raisons, il est
Il et pour fragmente tout le aussi, sommeil, il hein. fragmente l'architecture de sommeil. Et après, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles il ne faut pas abuser d'alcool, bien sûr. Bien entendu. Et tout ça, évidemment, alors, de nouveau, ça fait partie de mon bonne hygiène de vie. De temps en temps, vous voulez faire un repas, un bourguignon avant 2 heures, vous pouvez. Et il faut juste pas que Et ça on soit assume, on va régulier. mal Et dormir le lendemain. on assume, exactement. Voilà, donc évidemment l'impact important de l'alimentation, de l'activité physique, on en a parlé, et puis peut-être aussi d'avoir une bonne chambre, enfin un environnement favorable au sommeil, et la chambre à coucher est très importante. Exactement. Parfois, on oublie ça, on oublie que notre chambre doit être confortable, donc bien rangée, avec des matelas et des oreillers adaptés. Si on a la même matelas depuis la 6e, il faut peut-être les changer, hein, parce qu'on ne voit pas trop l'usure des matelas et tout ça. On se dit, bon, c'est un coup. Mais effectivement, Et pour le temps qu'on y passe. Exactement. Et en fonction aussi de comment on dort, si on dort plutôt sur les côtés, plutôt sur les dos, il y a des matelas qui peuvent être plus adaptés. Donc, mon conseil, c'est aller tester dans des magasins et demander conseil. Évidemment, aussi, il y a tout simplement le fait que la chambre et les lits en particulier doivent être associés au sommeil. Donc, idéalement, on ne passe pas du temps dans les lits à faire autre chose. Bon, sommeil, activité sexuelle, évidemment, mais on ne regarde pas la télévision dans le lit, on ne mange pas dans les lits, idéalement. On évite de travailler dans sa chambre, ah oui, si on oui. peut. Si on peut, ça serait bien, effectivement, parce qu'imaginez les gens en télétravail qui ont un bureau dans la chambre, mais ils bossent toute la journée dans sa chambre, après la nuit, il doit dormir dans la chambre qui a été associée à cette discussion un peu désagréable avec son N+1, et du coup, peut-être ce n'est pas l'idéal. Après, malheureusement, ce n'est pas tout le temps C'est possible. pas toujours évident. Et puis, on a la température de la chambre aussi qui a son impact, et même la température corporelle, hein. Oui, du coup, on parlait des températures, effectivement. Disons que baisser la température du corps aide à dormir. Voilà. Donc, il faut dormir dans un endroit frais. Idéalement, on dit que c'est plutôt la température idéale pour dormir, c'est autour de 18 degrés, 19 maximum. Voilà. Et donc, il faut faire attention à dormir dans un endroit frais. Et si je peux donner un conseil, parce que ça, vraiment, c'est très, très français, en France, on dort avec les couettes dans les housses de couette. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a chaud la nuit? Qu'est-ce qu'on fait? On se découvre un peu. Et après, on a froid parce qu'il n'y a rien sur nous. Et du coup, on se découvre. Et on a chaud. Et on a froid. Et on a chaud. Et après, on essaie de terminer la nuit en gardant un cuisse sur l'épaule en dehors de la couette. Et le reste sur la couette, c'est très désagréable. Mettez un drap. Un drap, éventuellement, la couette dans la housse de couette. Donc, comme ça, quand vous vous découvrez, vous gardez votre niche thermique. Et du coup, vous arrivez à gérer mieux la température de votre corps. Ça paraît évident, mais Oui, c'est vrai que maintenant qu'on est tous passés aux couettes, on a moins cette exactement, possibilité. On a perdu les draps en route. C'est un peu comme quand on va en vacances dans un endroit très chaud, dans l'hôtel, il y a 40 degrés dehors, vous avez la couette dans l'os de couette, et vous dites oui, bon, je mets la clim à fond, donc quand même, un drap en lin, ça serait mieux. Exactement. Alors, un tout petit dernier point sur la sieste, parce que, voilà, faut-il la faire, pas la faire, combien de temps Alors, la sieste, il n'y a pas une réponse, il faut la faire ou pas la faire. Disons que ce qu'il faut retenir, c'est que une sieste, il y a différents types de siestes. Il y a des siestes courtes, disons 20 minutes. Ces siestes-là, elles ne vous permettent pas de rattraper du temps de sommeil perdu la nuit, mais elles vous permettent de regagner de la vigilance et il n'impacte pas le sommeil de nuit. Donc, vous faites une sieste à midi de 20 minutes, vous dormez bien la nuit. Par contre, si vous faites une sieste longue, 2 heures par exemple, à partir d'une heure est considérée sieste longue, mais ce temps-là, elle va se soustraire de votre besoin de sommeil la nuit. Donc oui, ça vous permet de rattraper si vous avez mal dormi la veille, mais vous risquez de redormir mal la nuit. Donc moi, je vous dirais, si vous avez la possibilité en termes de temps de dormir la nuit, évitez les siestes longues si vous en avez besoin, surtout lorsque vous devez conduire, tout ça, vous avez besoin ou de vous détendre, faites une sieste courte. Par contre, les gens, par exemple, qui ont travaillé en 3-8, qui dorment la journée, ils n'arrivent pas forcément à dormir de 7 heures du matin jusqu'à 15 heures, ils peuvent bénéficier de dormir en deux morceaux, par exemple 5 heures le matin et une sieste de 2 heures l'après-midi. Mais c'est une situation particulière. C'est très particulier. Donc, voilà. Donc, une petite sieste courte réparatrice qui n'impacte pas la nuit, exactement. mais pas le trop. Soir, hein, sieste courte à 22 heures, non, peut-être, si on se couche plus tard. Voilà. Dan, y a-t-il des questions avant de conclure, parce que voilà, l'heure tourne. Les dernières questions qui nous restent sont quand même beaucoup centrées autour de l'insomnie, donc des réveils nocturnes longs. Comment on gère finalement ces périodes qui sont compliquées?
C'est vrai. Alors, disons qu'en général, comme ça, en 5 minutes, c'est que je peux vous dire, il y a 2 options. Soit, si vous arrivez à rester dans les lits et vous détendre, restez dans les lits, parce que parfois, il y a marqué « levez-vous » sur Google, « levez-vous au bout de 20 minutes si vous ne dormez pas ». Sauf que, après, si on se focalise sur les temps qui passent, moi, je vois mes patients, quand ils font ça, s'ils sont là, mais est-ce que ça fait 20 minutes, ça fait 15, je dois regarder l'heure, non, mais ça me stresse. Et donc, moi, je vous dirais, si vous arrivez à rester dans les lits et vous détendre, il y a des chances que peut-être vous allez vous rendormir. Sinon, effectivement, vous pouvez vous lever, faire une activité calme, une seule, pas 40, sinon ça vous réveille. Par exemple, lire. Et pour lire, idéalement, vous ne regardez pas l'heure par contre, parce que si vous commencez à lire, après vous êtes là, ah, ça ne marche pas. Là, c'est déjà 2 heures, ça fait 30 minutes que je lis, ça ne marche pas. Bon, je lis encore un peu. Ah, ça ne marche pas. C'est stressant. Donc, regardez jamais l'heure la nuit. Voilà, c'est pas terrible. C'est un conseil. Et évidemment, l'idée, c'est de prendre en charge l'insomnie. Donc, consultez. Voilà, OK? une thérapie comportementale. Exactement. Alors, on va conclure parce que voilà, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on peut résumer? Trois petits points à retenir pour nos auditeurs. Mais déjà, on l'a dit, régularité, parce que le sommeil, il aime bien les routines. C'est protéger de la lumière le soir, surtout, et si on peut s'exposer un peu à la lumière dans la journée, passer un peu de temps dehors dans la journée, surtout le matin. Faire de l'activité physique, pas trop tard le soir, mais ça aide aussi, plus en général, pour la santé. Et respecter un peu toutes les bonnes normes d'hygiène de sommeil et d'hygiène de vie. Ça, c'est sûr que ça peut aider. Ça peut vraiment aider. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, il y a une petite slide qui s'affiche avec effectivement 2 livres très intéressants. Le premier, voilà, qui s'intitule « Dormir sans médoc ni tisane » et le deuxième, « La nuit vous appartient », voilà, qui vont vous donner encore énormément de conseils et d'astuces pour mieux dormir. Et on a vu comme c'est important d'avoir un bon sommeil pour notre santé. Merci en tout cas à tous et à toutes pour votre participation. On espère que vous repartez aujourd'hui avec plein d'astuces et de clés utiles pour mieux dormir. Merci beaucoup, Livio, pour votre expertise. Et Nathalie, je vous rends la parole pour la fin. Merci beaucoup Géraldine et Livio pour toutes ces informations très précieuses et on voit effectivement à quel point ça suscite l'intérêt de nos adhérentes vu le nombre de questions qu'on a reçues aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler également qu'en tant qu'adhérent Harmonie Mutuelle, vous bénéficiez d'un coaching santé Vivoptime. Je vous remets l'adresse dans notre chat. N'oubliez pas aussi de répondre au questionnaire de satisfaction qui va s'afficher sur votre écran juste après la fin de ce webinaire. Merci à tous de votre fidélité. Très bonne journée et très bon week-end. Au revoir. Au revoir. Merci.